Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Voici tout de suite le journal de ce jeudi 27 mars. Et à la une, l'affaire du petit Émile. Tous les regards braqués sur cette sombre histoire. Bientôt 2 ans d'enquête menée par la section de recherche de la gendarmerie de Marseille depuis la disparition de l'enfant au Haut-Vernay. Et puis ce rebondissement de taille cette semaine, les gardes à vue des grands-parents maternels ainsi qu'un oncle, une tante de l'enfant auditionnés pour homicide volontaire et recel de cadavres à Marseille et Roquevert, des gardes à vue de 48 heures levés au petit matin. Les 4 membres de la famille Vedovini remis en liberté sans charge retenue. Ce matin, le procureur de la République d'Aix, Jean-Luc Blachon, s'est exprimé devant la presse au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Une conférence retransmise sur nos ondes et suivie sur place par notre reporter Sandrine Calvérac. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur sa synthèse à chaud des dernières évolutions de l'enquête. Alors oui, je me trouve devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour cette conférence de presse très attendue à ce stade de l'enquête. Beaucoup de journalistes français étaient présents, mais aussi la presse internationale. Alors ce que l'on peut retenir, les expertises concluent à la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la mort du petit Émile et l'homicide volontaire est la qualification choisie à la lumière des derniers résultats obtenus pendant les gardes à vue, à savoir que les chefs de placement de mise en garde à vue pour les 4 personnes étaient les mêmes, homicide volontaire et recel de cadavres. Concernant l'implication d'un tiers, la piste intrafamiliale n'est pas fermée, mais elle n'est pas encore avérée. Les véhicules saisis sont en cours d'analyse et le procureur de la République rappelle que les 4 personnes sont sorties libres de la gendarmerie de Marseille sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. De nouveaux éléments décisifs à l'enquête ont été révélés, comme je vous le disais. On écoute le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. Les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Et enfin de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Vous aurez compris donc que les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil. Le procureur de la République a tenu à préciser qu'à ce stade de l'enquête, aucune piste n'était exclue et il tient aussi à souligner la détermination des juges d'instruction à faire avancer l'enquête. Une phase d'enquête qui se termine, donc l'intervention d'un tiers désormais privilégié, voilà ce qu'il faut retenir. Et puis la piste intrafamiliale, toujours pas écartée. Après 3141 signalements, 287 auditions de témoins, les investigations se poursuivent pour faire la lumière sur ce drame qui émeut au-delà des frontières. Justice toujours, et l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, en détention depuis novembre, a été condamné à 5 ans de prison ferme par un tribunal en Algérie, soit la moitié de la peine requise par le parquet. Il était accusé notamment d'atteindre à l'intégrité du territoire algérien pour avoir repris à son compte dans un média français d'extrême droite la position du Maroc, selon laquelle son territoire aurait été amputé au profit de l'Algérie sous la colonisation française. Et puis une peine de 18 mois de prison avec un sursis probatoire de 3 ans requise à l'encontre de Gérard Depardieu, jugé à Paris pour des agressions sexuelles sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Le procureur a également demandé une amende de 20 000 €, l'indemnisation des parties civiles, une obligation de soins psychologiques, une peine d'inéligibilité de 2 ans et l'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. L'audience doit se poursuivre avec les plaidoiries de la défense. La ministre de la Ville en visite chez nous à Martigues ce matin dans la cité de Notre-Dame des Marins où 2 bâtiments ont dû être détruits l'an dernier à la suite de fissures importantes. Les retards d'entretien du bailleur social Très Habitat sont considérables et les inquiétudes des habitants très grandes. Voyez plutôt le reportage signé Rémi Reponti. À son arrivée à Notre-Dame-des-Marins, Juliette Méadel est accueillie par le maire de Martigues, Gaby Charroux, qui ne mâche pas ses mots sur le bailleur social Très Habitat. Depuis
40 ans, rien n'a été fait dans cet ensemble. Voilà, aucune réhabilitation. Et pire même maintenant, on a, 13 Habitat a diminué la part pour les grosses réparations annuelles. Dans une entrée d'immeuble, la ministre constate un énorme trou au plafond. Je voudrais juste que M. Bayor me refasse l'historique de l'infiltration qui a conduit à ça là. Donc on a eu le réseau d'eau pluviale qui passe ici. Il y a une goutte qui a cassé. Donc toute la terrasse déversée dans le hall d'entrée. Dans son appartement, une locataire confie sa peur à la ministre. Je vous assure, j'ai peur. Oui, je comprends. J'ai peur de sortir. Le sous-sol, il était inondé, madame. Cet autre habitant, lui aussi, est très inquiet. Le problème, il y a tout. Il y a le fissure partout et on ne dort pas. On a peur, nous et nos enfants. Voilà. En sortant d'un bâtiment, Juliette Méadel se veut rassurante. Ce qui est sûr, et je le dis aux habitants, c'est qu'on laisse quelques semaines pour que les choses s'améliorent. Et si d'ici au début du mois de mai, les choses ne s'améliorent pas, il y aura forcément quelques sanctions. En passant sous quelques balcons, Saoussen Boussaël, l'adjointe au maire en charge du quartier, interpelle la ministre. Aujourd'hui, on a des petits qui vivent, quand il pleut à l'extérieur, il pleut dans leur chambre. C'est inadmissible. Comment voulez-vous qu'ensuite le matin, ils puissent aller se lever, aller à l'école et faire comme si de rien n'était? C'est pas envisageable. Avant de partir, Juliette Méadel reste optimiste. Je suis optimiste parce que je vois un ensemble d'acteurs très mobilisés sur le terrain et je voudrais dire ici que c'est un projet collectif, la politique de la ville. Donc on y va ensemble, on lâchera rien. Et on avancera ensemble sans mettre en cause tel ou tel, mais en constatant les progrès. Et dans 5 semaines, je viendrai constater que les progrès ont été réalisés. Je ne peux pas imaginer que ça ne sera pas le cas. Aujourd'hui, madame, vous voyez la ministre, qu'est-ce que ça vous fait ? Franchement, je suis très, très, très contente. Je suis rassurée et j'aimerais bien que ça se rétablisse au plus rapidement possible parce que je suis inondée, j'ai tout perdu. Rendez-vous donc au mois de mai avec la ministre de la Ville pour un nouvel état des lieux à Notre-Dame-des-Marins. On ouvre un chapitre environnement, à commencer par l'heure du bilan pour la qualité de l'air sur le pourtour de l'étang de Berre. Le dispositif Réponse, on vous en parle régulièrement, créé en 2019, réunit les citoyens, mais aussi l'État, les communes, les industriels, la métropole et les associations. Il permet d'évaluer et de quantifier les risques sanitaires liés à la qualité de l'air. Hier, le rapport annuel a été présenté. Résultat, malgré les actions menées, notre région reste fragilisée par de nombreux facteurs de pollution. Un bilan qui intervient dans un contexte sous tension. Reportage de Sandrine Calvérac. La mise en examen d'ArcelorMittal et 2 de ses dirigeants pour mise en danger de la vie d'autrui et falsification de données en matière de polluants dans l'air vient polluer justement l'événement annuel qui œuvre pour la qualité de l'air. L'Adréal contrôle et veille à ce que la réglementation des émissions soit respectée. Nicolas Stroh est chargé de la prévention des risques pour la région PACA. Il y a 2 types d'informations. Effectivement, nous disposons d'informations de la part des industriels. Nous pouvons également nous-mêmes diligenter des contrôles. Et vous le faites sur le pourtour de l'étang de Berre ? Oui, tout à fait. Sur quel site, par exemple ? L'ensemble des sites sont soumis aux demandes de contrôle de l'Adréal, de l'inspection des installations classées. D'accord. Donc j'imagine aussi le site d'ArcelorMittal. Exactement. Faire respecter les réglementations environnementales par les industriels, c'est aussi la mission de Marc Bayard, président de l'association Environnement Industrie. Il accompagne 50 industriels sur le pourtour de l'étang de Berre, dont ArcelorMittal. Alors, je sais que les industriels sont parfois très mal perçus. Bon, il y a aussi beaucoup d'histoires. Et ArcelorMittal, comme les autres, comme ses voisins, ont fait beaucoup d'investissements, ont beaucoup progressé. Et ça, c'est tangible, c'est mesurable, c'est mesuré. La qualité de l'air s'améliore. Donc, malgré tout, ça a du mal à se savoir. À elle seule, la zone industrielle de Fos-sur-Mer représente près d'1/5 des émissions industrielles du pays. Autre questionnement environnemental, se dirige-t-on vers une fin de la ZFE ? La commission spéciale chargée d'étudier le projet de loi de simplification a voté la suppression des zones à faible émission. Il en existe une à Marseille. Les véhicules trop polluants sont interdits de circuler selon le système des vignettes critères. Une réglementation critiquée car jugée trop punitive. Alors comment est accueilli ce premier pas vers une suppression dans la cité phocéenne ? Réaction et reportage de Cassandra Moreau.
Marché de la Plaine en plein centre-ville. Ici, la plupart des camions ne sont pas aux normes de la ZFE. Un retour en arrière est une bonne nouvelle. S'ils reculent dessus, c'est très bien. Ça, pour une fois, ils nous laisseront tranquilles sur quelque chose. Mon camion est ancien, mais j'ai pas de vignette. Ça va être très compliqué pour moi de changer de camion parce que déjà, j'ai pas les moyens, déjà d'une. Et le camion, ça me sert pour manger, pour vivre. Il y en a plein. Quand vous avez des forains qui ont des anciens camions qui ont 10 ans ou 15 ans, ils n'ont pas les moyens. On n'a pas les moyens, c'est pas possible. Si la ZFE a eu des effets bénéfiques à Lyon, par exemple, ce n'est pas le cas à Marseille. Sébastien Barle, adjoint au maire en charge de la transition écologique. Dans une ville où il n'y a pas de transport collectif, et notamment pour les populations qui habitent les quartiers Est, voyez, des quartiers enclavés, qui veulent venir bosser en centre-ville, c'était injuste. Il faut faire tout un arsenal de mesures d'accompagnement social, en fait. Moi, ce qui me gêne dans cette mesure et dans cette suppression de la ZFE, c'est que c'est fait pour de mauvaises raisons. C'est fait pour des personnes qui veulent surtout ne rien faire par rapport à la lutte contre la pollution et la lutte contre le tout-voiture en ville. Après, il faut être clair sur le fait que la ZFE n'est pas un outil adapté, en fait, pour lutter réellement contre la pollution et que sans justice sociale, en fait, il n'y a pas d'écologie. À Marseille, les critères 4 et 5 sont interdits au sein de la ZFE. Les critères 3 auraient dû les rejoindre en janvier 2025, mais la mesure a été reportée. Cette suppression des ZFE n'est pas définitivement actée. Sachez-le, il faut désormais attendre que le texte voté en commission soit débattu à l'Assemblée, puis au Sénat. Affaire à suivre. Santé, dernière ligne droite pour Mars Bleu, le mois de prévention du cancer colorectal. L'hôpital de Martigues a installé ce matin un stand d'information sur le marché de Jonquière. Infirmières, nutritionnistes, médecins et même représentants de l'assurance maladie arrêtaient les passants pour un questionnaire rapide et des tests étaient même fournis. Le cancer colorectal est fatal s'il n'est pas détecté rapidement. Alors vous, soyez attentifs si vous arrivez à la cinquantaine, attentifs à ce qui va suivre. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est qu'il est encore temps de se faire dépister. Reportage de Cyrielle Blazikowski et Matteo Gallerini. Les gens se dépistent de moins en moins, c'est le constat alarmant que dresse le docteur Jean-Luc Baroni, gastro-entérologue à l'hôpital de Martigues. On parle de 43 000 nouveaux cas par an en France pour 18 000 décès. La gravité de la maladie contraste avec la facilité du dépistage. Ce test doit être fait par des gens qui ne se plaignent de rien, qui n'ont aucun symptôme. Il est proposé en France aux gens, hommes et femmes. Il faut bien noter que c'est un cancer qui touche les deux sexes, une personne de 50 à 74 ans actuellement. Donc un cancer du côlon qui est dépisté tôt se guérit dans 90% des cas. Une intervention chirurgicale simple, non délabrante, va assurer la guérison du patient sans nécessité de chimiothérapie dans 90% des cas. À l'inverse, si on a un cancer du côlon très avancé, avec des lésions secondaires dans le foie ou ailleurs, le pourcentage de guérison s'effondre. Le test est très simple à faire seul chez soi et le résultat rapide. Le dépistage est une chose très importante, mais qu'en est-il de la prévention de cette maladie ? La prévention, ça consiste à ne pas manger n'importe quoi. Il faut manger, si possible, des aliments biologiques, même s'ils sont plus chers que les autres, des fruits et des légumes, alimentation riche en fibres. Il faut éviter l'abus de viande rouge. Et le deuxième volet, c'est l'exercice physique régulier. Les passants sont timides, ils ont du mal à s'arrêter au stand, mais certains d'entre eux prennent la question très au sérieux. Vous prêchez une convaincue parce que depuis des années, je suis suivie par Arcade. Là, je viens de récupérer encore une enveloppe pour le colorectal. C'est pareil, si on arrive à mobiliser les gens sur la prévention, il y aura beaucoup moins de cas graves, je pense. Mars Bleu, ça continue encore demain avec une nouvelle action de l'hôpital de Martigues dans la galerie commerciale d'Auchan à Istres. Et on en profite pour saluer le docteur Jean-Luc Baroni, que vous venez de voir à l'instant, qui s'investit chaque année à 100% pour Mars Bleu. Et vous, n'hésitez pas à participer ce dimanche à la course pédestre dédiée à cette opération de sensibilisation. Rendez-vous de 9h à 17h au Parc des Sports Julien Olive à Martigues. Inscription gratuite, possibilité bien sûr de faire des dons sur place. Bon pour la santé et pour la bonne cause. On reste à Martigues, tous à l'abri pour
Le carnaval, on s'en doutait, les rafales de Mistral jusqu'à 110 km/h annoncées pour samedi autour de l'étang de Berre se confirment. Alors pas de report de date, juste un changement de lieu. Ouf, de quoi rassurer tous les bénévoles des maisons de quartier qui ont œuvré, vous le savez, depuis des semaines pour cette édition sur le thème des monstres. Alors c'est sous la halle que la ville donne finalement rendez-vous à toute la population à 16h pour découvrir ce bordel monstre dans toute sa bonne humeur et surtout sans risque de s'envoler. Retour sur expérience en hippisme. La deuxième étape du Grand National Trot a réuni les passionnés à l'hippodrome de Salon. Maritima était partenaire. Il y avait de quoi faire avec les nombreuses courses, toutes les animations proposées tout au long de l'épreuve. Qu'ils soient parieurs ou simplement passionnés de chevaux, les spectateurs ont vraiment apprécié cette étape. On les écoute au micro de Flavio Noriga. On voit les chevaux, on voit les courses, on les vit. Je veux dire, c'est beaucoup plus agréable sur un hippodrome. J'aime beaucoup voir les chevaux, plus que pour le pari. C'est les performances qu'ils font. Parce qu'il y a des super chevaux, et puis de voir à l'allure où ils vont, c'est quand même, c'est pas inné sur un cheval de faire du trot. Ça fait 15 ans que j'étais pas venue sur cet hippodrome, mais j'adore. C'est super sympa l'ambiance, il y a beaucoup de monde, il y a plein d'activités pour les enfants, c'est très sympa. Il fait beau, c'est agréable, il y a du monde, on sait jamais si on peut gagner un peu d'argent, passer un bon moment, pourquoi pas. Dans un bar, tu as toujours les différents turfistes qui sont pris par la course, qui ont envie de jouer, mais ici il y a une petite émulation en plus. Il y a les chevaux qui courent juste là, on se prend à écouter les paris des uns, des autres, on a notre petit journal, il y a un petit côté humain en plus qu'on peut retrouver dans le bar, mais ici c'est particulièrement, c'est plus vrai. Vraiment sympa, ça donne envie d'aller jusqu'à l'hippodrome de Salon, très actif puisqu'il y a pas mal d'événements qui sont organisés tout au long de l'année. Alors n'oubliez pas, toute première fois pour Jeanne Mas au Silo à Marseille ce soir. Avant de se quitter, on vous rappelle que pour fêter ses 40 ans de carrière, la chanteuse phare des années 80 est en tournée. Elle s'arrête donc à Marseille, en rouge et noir ou encore Johnny, autant de tubes qui vont résonner encore ce soir sur la scène du Silo. Et retrouvez l'interview de Jeanne Mas au micro de Jeff sur notre site maritima.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain pour de prochaines infos. Très belle soirée à tous.